Regarde la lumière et admire sa beauté. Ce que tu as vu n'est plus, et ce que tu verras n'est pas encore. Plaise au Seigneur, lumière de toutes choses, de m'éclairer, afin que je traite dignement de la lumière. Le 15 avril, un samedi à 3 heures de la nuit, est né Leonardo. Il est le fils naturel d'un jeune notaire, Piero da Vinci, et de Caterina, une domestique. D'après la légende, Léonard aurait dès son enfance révélé ses dons exceptionnels. Au spectacle des métamorphoses de la nature, son intelligence et sa curiosité s'éveillent. Léonard est gaucher. Spontanément, il écrit en miroir et commence ses lignes à droite. Il étonne ses proches par sa précocité et sa soif de comprendre. Certains rapportent aussi qu'il est d'un tempérament capricieux et instable. Le jeune Léonard fait preuve d'une véritable passion pour le dessin. En Toscane, la région autour de Vinci est en pleine renaissance artistique. En grandissant, Léonard forme sa sensibilité. Il observe les physionomies, les gestes des mains et ce qu'il appellera les mouvements de l'âme. Léonard est encore adolescent quand il quitte Vinci pour s'installer à Florence, la capitale des Médicis. Son père le fait entrer dans l'atelier du très réputé sculpteur, peintre et orfèvre, Andrea del Verrocchio. L'atelier est un extraordinaire creuset où se retrouve toute la jeunesse artistique de Florence. Le mythe créé autour de Léonard lui prête une beauté et une grâce exceptionnelles. Il aurait été le modèle idéal pour son codisciple d'atelier Botticelli et pour son maître Verrocchio. Passe d'abord mettre en perspective, puis acquiert la science complète des proportions de l'homme et des autres animaux. Deviens aussi un bon architecte. Plus tu auras de connaissances, plus ton œuvre sera digne de louange. Et pour les choses dont tu n'as pas la pratique, ne dédaigne pas de dessiner d'après nature.
Si tu veux donner une apparence naturelle à une bête imaginaire, prends la tête de l'un, les yeux d'un autre, les oreilles d'un troisième. Léonard est le premier à faire d'un paysage réel le sujet principal d'un dessin. Par des jeux de hachures qui préfigurent ses recherches sur la vibration de la lumière, il donne densité et transparence. Il entreprend l'étude de ce qu'il appelle l'exploration du vrai. Le mouvement est fait de deux natures, dont l'une est spirituelle et l'autre matérielle. Le spirituel résulte de la puissance de la pensée. Le matériel vient du corps. Léonard se voit confier la peinture d'un ange dans un tableau de son maître. On raconte que Verrocchio, humilié par le talent de son apprenti, aurait décidé de ne plus jamais toucher un pinceau. Concevoir est l'acte du maître. Exécuter, l'acte du serviteur. Pauvre élève qui ne surpasse pas son maître. Verrocchio et ses élèves partagent un même amour de la musique. Artistes complets, ils ont la capacité de passer d'une discipline à l'autre. Léonard est témoin d'une véritable prouesse technique qui requiert un savoir-faire d'ingénieur. La fabrication et la mise en place d'une imposante sphère au sommet de la coupole du dôme. Souvent, la rapidité de sa pensée le fait passer de problèmes techniques à des considérations philosophiques. L'eau forme des cercles concentriques qui se propagent jusqu'à une grande distance. Mais dans l'air, le son va plus loin. Plus loin encore, à travers le feu, l'esprit plane au-dessus de l'univers. Toutes les âmes descendent de lui. Le flux et le reflux ont-ils pour cause la lune et le soleil? Ou sont-ils le souffle de la machine terrestre? À 20 ans, Léonard est reçu membre de la confrérie des peintres. Il dirige dans l'atelier ses premiers tableaux. Dans une représentation toute nouvelle de l'Annonciation, il paraît suggérer une Vierge déjà enceinte et situe la scène en plein air dans un jardin fleuri. Léonard travaille pour la famille des Médicis. Son imagination créatrice se met au service des fastes de la cour. Parmi mes plus lointaines impressions d'enfance, alors que j'étais encore au berceau, je me souviens qu'un Milan vint m'ouvrir la bouche de sa queue et à plusieurs reprises me frappa sur les lèvres. C'est mon destin. Prophétie, rêve ou réalité, ce premier et unique souvenir qu'il nous livrera sera pour la psychanalyse
révélateur de ses tendances homosexuelles. Il fait l'objet d'une dénonciation anonyme et est impliqué dans un procès pour sodomie. Il est acquitté, faute de preuves. Face à la calomnie, il se sent très seul. Il restera marqué par la bassesse des procédés utilisés contre lui par ses contemporains, dont il se plaît à caricaturer les physionomies. Léonard témoigne de son amour des animaux. Il s'indigne de la cruauté des hommes à leur égard. Le premier portrait peint par Léonard est celui de la jeune Ginevra di Benci, réputée pour sa beauté et sa vertu. On y découvre tout ce qui va devenir sa spécificité. Dépouillement et immobilité, alliés à la recherche de la ressemblance. Traitement de la lumière et du paysage. Il faut que la partie éclairée se détache sur un fond sombre et la partie ombreuse sur un fond clair. Cette règle aidera grandement à donner du relief. Le jeune peintre réfute la distinction entre les arts nobles et les arts mécaniques. Chercheur né, il étudie les machines pour les perfectionner et en inventer de nouvelles toujours plus complexes. La mécanique est le paradis des mathématiques, car grâce à elle, on en recueille les fruits. Comment remplacer la force motrice de l'homme et de l'animal par celle des éléments naturels ? L'hélice tourne sous l'action de la chaleur et entraîne la chaîne qui fait tourner la broche. Nous ne manquons pas de moyens pour diviser et mesurer nos misérables jours. Si tu gaspilles ta vie, tu ne laisseras pas plus de traces sur terre que la fumée dans l'air ou l'écume sur l'eau. Petit bonnet brun, pourpoint de serge noire, manteau bleu, doublé de fourrure de renard. Léonard prend des notes lors de l'exécution de l'assassin de Julien de Médicis. Il espère obtenir une importante commande officielle. Mais Laurent de Médicis lui préfère Botticelli pour commémorer le supplice du meurtrier de son frère. Léonard multiplie les croquis et les esquisses. Grâce aux relations de son père, il a obtenu la commande d'un grand retable sur le thème de l'adoration des mages. Au fur et à mesure de son étude, il se libère des représentations conventionnelles du sujet.
Il n'y a plus dans le tableau ni étable, ni roi mage exotique, mais à distance respectueuse, 3 vénérables vieillards. Autour d'eux, le tourbillon de l'ancien monde en ruine, avec ses batailles héroïques. Les éléments de cette machine picturale ne sont plus des engrenages et des poulies, mais des visages, des gestes, des sentiments mis en mouvement par le dynamisme de l'enfant divin. À l'écart, un jeune homme, peut-être Léonard, se détourne. Le tableau restera inachevé. Lorsque les meilleurs artistes de Florence sont désignés par Laurent de Médicis pour aller travailler au Vatican, Léonard éprouve à nouveau l'amère déception de ne pas avoir été choisi. Je sais bien que, n'étant pas lettré, certains présomptueux croiront pouvoir me critiquer. Si je n'arrive pas à multiplier comme eux les citations littéraires, je fais appel, moi, à l'expérience, le maître des maîtres. Art mécanique et éphémère, la musique, petite sœur de la peinture, permet comme elle de représenter l'invisible. Je tirerai des sons incessants de toutes sortes d'instruments. Laurent de Médicis envoie Léonard, qui a 30 ans, comme musicien à la cour de Milan. Léonard est chargé d'offrir une lyre de sa fabrication au duc Ludovic Sforza. Mais c'est en tant qu'ingénieur militaire qu'il se présente. Dans une lettre en 10 points, il vante ses capacités et ses inventions. J'ai des modèles de mortiers avec lesquels je peux envoyer de la pierraille comme s'il en pleuvait. Je peux construire des ponts solides et faciles à transporter. Je sais, lors d'un siège, fabriquer une infinité d'échelles d'escalade. Je ferai des chars couverts, sûrs et indestructibles. Des catapultes et autres machines inusitées et d'une merveilleuse efficacité. Il ajoute modestement en post-scriptum: Je puis en peinture faire n'importe quel ouvrage aussi bien qu'un autre, quel qu'il soit.
Léonard entreprend une œuvre d'une grande richesse symbolique. La Vierge au rocher. La grotte est à la fois matrice et caverne de la connaissance, où les gestes restent suspendus, comme pour saisir un instant de l'histoire de l'humanité en devenir. Au centre du tableau, la broche est un œil d'ombre et de lumière. Alors que Léonard s'est engagé par contrat à terminer la Vierge au rocher en 7 mois, elle ne sera livrée que 25 ans plus tard. Léonard anime les divertissements et les spectacles de la cour. Ses machineries théâtrales lui donnent l'occasion d'expérimenter ses inventions mécaniques. Le duc de Milan lui commande le portrait de sa jeune maîtresse. Si ce corps te paraît merveilleux, considère qu'il n'est rien auprès de l'âme qui l'a formé. En vérité, quel que soit l'homme, c'est toujours quelque chose de divin que l'âme incorpore. Léonard devient le peintre attitré de la cour et commence son traité sur la peinture. La peinture est en relation avec les 10 attributs de la vue. Obscurité, clarté, éclat, matière et couleur, forme et position, éloignement et proximité, mouvement et repos. Un peintre a 2 choses principales à représenter: l'homme et ce qui se passe dans son esprit. La première est facile, mais la seconde difficile. Se considérant comme un homme sans lettres, Léonard rédige des listes de mots dont il approfondit le sens. Il note dans ses carnets toutes sortes de réflexions et envisage la rédaction de traités systématiques par grands thèmes. Artiste des machines, il se métamorphose en artiste de la science. L'œil est la fenêtre de l'âme. Toutes les images de l'univers sont contenues dans ce petit espace. Il est cible et aimant. Voici le miracle. En se dilatant, l'œil peut reconstituer des formes brouillées. C'est le nerf optique, telle une corde qui transmet les images au cerveau. J'ai divisé mon traité sur les oiseaux en 4 livres.
Le premier traite du vol par battement d'ailes. Le second du vol plané. Le troisième du vol des insectes et des chauves-souris. Le quatrième du vol artificiel. L'homme, avec de grandes ailes, agissant contre la résistance de l'air, pourra victorieusement s'élever dans les airs. Devenu l'ingénieur le plus prestigieux des Sforza, il développe de grands projets d'urbanisme pour la ville de Milan, qui vient d'être ravagée par la peste. Il propose une ville à plusieurs niveaux, facilitant la circulation et la salubrité. Pour comprendre l'essence intime de l'homme, Léonard est le premier à oser réaliser de véritables dissections. Le cœur est le noyau qui produit l'arbre des veines. Les artères dispensent vie et nourriture. Les articulations des os obéissent aux nerfs, le nerf aux muscles, le muscle au tendon, et le tendon au sens commun qui est le siège de l'intelligence, qui est le siège de l'âme. La mémoire est son moteur et la sensibilité sa référence. Je révèle aux hommes la première ou peut-être la seconde cause de leur origine. Plaise au Créateur que je fusse capable de dévoiler la nature de l'homme, de même que je peins son visage. Avec toujours le même esprit de recherche, Léonard entreprend une grande fresque à la mesure de son talent. Si les gestes et les figures sont bien proportionnés aux situations, les personnages se font comprendre comme s'ils parlaient. L'un de vous me livrera. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Buvez, ceci est mon sang. Léonard commence son travail de très bonne heure, raconte un témoin. Il en oublie de boire et de manger. Il peut rester plusieurs jours sans reprendre ses pinceaux et passe des heures à étudier et à réfléchir. Il faut contempler. Il faut penser. Lorsque l'esprit du peintre est actif, ses mains créent à l'instant même l'harmonie des justes proportions. Le souffle de divinité contenu dans l'art du peintre transfigure son esprit en reflet de l'esprit divin.
La beauté comme l'harmonie sont de nature divine. La géométrie embrasse toutes les choses de l'univers. Que nul ne me lise s'il n'est mathématicien, car je le suis toujours dans mes principes. Depuis son arrivée à Milan, Léonard a l'ambition de réaliser une statue équestre monumentale à la gloire de la dynastie des Sforza. Ce projet d'artiste et d'ingénieur est propre à mobiliser son énergie et son inventivité. Il envisage de fondre un cheval de plus de 7 mètres de haut. Mais Léonard voit son travail réduit à néant. Les 60 tonnes de bronze réservées pour le monument sont réquisitionnées pour fondre des canons destinés à combattre les Français qui menacent Milan. Le duc de Milan perdit ses états, ses biens personnels et sa liberté. Aucune de ces entreprises n'a été terminée. Léonard quitte Milan où il vient de passer 17 ans. À Mantoue, son admiratrice Isabelle d'Este, belle-sœur du duc de Milan, souhaite le retenir à sa cour. Mais Léonard poursuit son voyage. À Venise, il retrouve la statue équestre du Colleone, à laquelle il avait participé dans l'atelier de son maître Verrocchio. La République de Venise, qui se sent menacée par les Turcs, fait appel à l'ingéniosité de son hôte. Il étudie les moyens de condamner l'accès à la lagune en inondant l'arrière-pays. Il aurait même envisagé une attaque sous-marine avec des scaphandriers pour couler les vaisseaux ennemis. Léonard est à la recherche de nouveaux mécènes et doit accepter la protection des Français qui ont chassé le duc de Milan. Il se met au service de César Borgia, qui tente de créer par les armes et la ruse un État fort sous l'autorité du pape, son père. C'est en tant qu'architecte et ingénieur général chargé des forteresses que Léonard parcourt l'Italie centrale. Quand il rencontre les ambassadeurs du sultan, il leur propose de construire à Constantinople un pont audacieux pour franchir la Corne d'Or.
Léonard a 50 ans quand il revient vivre à Florence. Il est maintenant respecté et célébré dans sa patrie. On a rapporté que non seulement les autres peintres, mais le peuple émerveillé se pressait comme pour une fête pour admirer le talent de Léonard qui transformait des personnages terrestres en êtres célestes. La Vierge à l'enfant avec Sainte Anne témoigne de l'aboutissement et de la maîtrise totale de son art. La composition, les rapports entre les personnages sont sujets à des interprétations infinies. Léonard capte le mouvement de l'âme de cette dame florentine qui va susciter chez tous ceux qu'elle regarde un questionnement sur la nature humaine. Par son exigence de perfection, Léonard ne pourra se résoudre à considérer ses œuvres comme achevées. Il ne les remettra jamais à leur commanditaire. Leur histoire reste encore une énigme. Léonard se passionne pour l'hydraulique. Il dessine une gigantesque excavatrice pour creuser des canaux. Il pense pouvoir relier Florence à la mer par une voie navigable et isoler sa rivale, la ville de Pise. Il est prêt à déplacer les montagnes. Dans ses cartes à vol d'oiseau, Léonard est aussi un précurseur. Il y exprime sa vision scientifique, esthétique et symbolique du monde. Le corps terrestre a un océan qui croît et décroît toutes les 6 heures, avec la respiration de l'univers. La chair de la terre est le sol, ses eaux sont les rochers qui forment les montagnes. L'océan emplit le corps de la terre avec une infinité de veines aqueuses. L'homme et le monde offrent une grande analogie. Parmi les tableaux réalisés à cette époque sous sa direction, certains seront perdus. D'autres ne sont connus que par des copies ou seront remaniés. Mais tous dégagent une aura mystérieuse et le même sourire esquissé se lit sur les visages.
Pour le palais de la Seigneurie, la ville de Florence lui commande une fresque grandiose commémorant la bataille d'Anghiari. Je vais représenter la folie bestiale de la guerre. Par cette œuvre glorieuse, je pourrai montrer aux générations futures que j'ai existé. L'amour-propre de Léonard est touché, car son jeune rival Michel-Ange doit réaliser une autre fresque sur le mur opposé de la salle du Conseil. Le jour où j'ai commencé à peindre, il plut à torrent jusqu'au crépuscule. Le jour fut transformé en nuit. Mon carton fut détruit. Après de nouvelles difficultés, Léonard abandonne son œuvre. La fresque inachevée sera recouverte. Il n'en reste que des copies. Léonard s'installe au Vatican. Il rejoint son ami Julien de Médicis, grand amateur des arts et des sciences, et son frère Jean, qui vient d'être élu pape. Alors que Michel-Ange est comblé de faveurs, Léonard souffre de la réputation de laisser ses œuvres inachevées et ne se voit confier que des travaux mineurs. Il se consacre à ses multiples recherches et inventions. Il poursuit ses expériences sur la fabrication des miroirs. Il réalise une œuvre personnelle. Un énigmatique Saint Jean-Baptiste à la beauté androgyne, dont on a dit que c'était son testament. Après la mort prématurée de Julien de Médicis, le vieil homme se sent abandonné, calomnié et persécuté. Il est hanté par des visions de déluge et d'apocalypse et note dans ses carnets de sombres prophéties. Ô terre, que tardes-tu à t'ouvrir pour précipiter les créatures dans les crevasses et les abîmes? Il sortira de dessous terre une chose effroyable qui détruira cités et châteaux. Répondant à l'invitation du roi de France, Léonard se rend à Amboise. Le jeune François Ier est un hôte généreux. Accompagné de ses fidèles élèves, Léonard s'installe au manoir du Clos Lucé avec le titre de premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Le roi François, nous dit un témoin, est tombé amoureux des grandes vertus de Léonard. Il prend un grand plaisir à l'entendre converser.
Léonard lui propose d'entreprendre des travaux hydrauliques à grande échelle sur la Loire. Il étudie pour François Ier une nouvelle capitale. Romorantin, une petite Rome au cœur du royaume. Il participe à la conception de Chambord. Il reprend ses activités d'organisateur de fêtes et de créateur d'automates, comme il le faisait à la cour de Milan. Il a dû méditer sur le destin de son ancien protecteur Ludovic Sforza, mort non loin de là, dans les cachots du château de Loches. Avec la même rigueur obstinée qui avait guidé toute sa vie, le vieux peintre continue à parfaire les œuvres qu'il a emmenées avec lui à Amboise et que François Ier ne se lasse pas de contempler. Léonard de Vinci meurt le 2 mai 1519 à l'âge de 67 ans. François Ier était-il présent? Pour la légende, il n'y a pas de doute. Léonard expira dans les bras du roi. Alors que je croyais apprendre à vivre, j'apprenais à mourir. Notre corps est en dessous du ciel, et le ciel est en dessous de l'esprit.